Et nous accueillons justement Geneviève Ferron-Crozet, que je vais tout de suite inviter à me rejoindre, vice-présidente du Shift Project. Donc le Shift Project, pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas, il s'agit du think tank qui est dédié à la réflexion pour les solutions sur la transition énergétique et la réduction de la dépendance au pétrole. Et nous souhaiterions avoir votre regard sur la place du recyclage et son rôle pour la décarbonation. Et on peut l'accueillir. Merci. Alors, j'ai bien conscience que vous en sachez beaucoup plus que moi sur le textile, le recyclage, donc je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Et je vais me permettre aussi de m'adresser à vous, alors dans les habits de vice-président du Shift Project. Alors le Shift Project, vous devez peut-être connaître un peu ou de loin. Bon, si vous avez des messages à passer au président du Shift Project, je veux bien les faire passer. Mais en l'occurrence, c'est vrai que nous sommes obsédés par la décarbonation matin, midi et soir. Donc là, je vais quand même élargir un tout petit peu mes propos, parce que certes, la question de la décarbonation est absolument centrale, vitale, essentielle, mais il y a aussi d'autres paramètres à prendre en considération. Alors, j'aimerais bien vous amener peut-être un petit retour en arrière. L'industrie du textile, d'abord, bonne nouvelle, excellente nouvelle pour vous. Vous faites partie de ce qu'on appelle les services essentiels, les biens essentiels. C'est pas rien, hein, parce que quand on pense à beaucoup de choses, beaucoup de choses qui ne servent pas à grand-chose. Mais se vêtir, le linge de maison, les chaussures, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose qui a accompagné l'humanité depuis son développement. Et en particulier en Europe, et particulièrement dans cette partie de l'Europe, il y a eu des fleurons exceptionnels. Et avec d'ailleurs des innovations tout au long des siècles qui nous ont précédés. Et on va dire que cette industrie textile a complètement déserté nos villes, nos régions, à quelques exceptions de valeureux et de valeureuses qui ont continué, avec des vents contraires, des sacrés vents contraires de face, de progresser. Donc, service essentiel, bien essentiel, avec vraiment une présence forte qui a quand même façonné nos histoires, nos imaginaires, nos littératures, etc. Et puis, nous sommes devenus... Alors moi, j'utilise la figure des super-héros. Alors si vous avez lu la BD de Jean-Marc Jancovici, lui utilise la métaphore de Iron Man. Vous savez, Iron Man qui a besoin de sa petite dose de pétrole. Bon, il se trouve que j'enseigne dans une école d'ingénieurs l'économie circulaire. Je ne sais pas si certaines et certains d'entre vous enseignent en ce moment. C'est compliqué d'enseigner, parce que généralement, ChatGPT a déjà donné la réponse avant que vous ayez fini l'énoncé. Donc c'est un peu difficile. Et donc ce que je fais avec mes étudiants, c'est que je leur demande de faire, pour les capter, je leur demande de faire le bilan carbone de tous les Avengers. Voilà, on les fait tous. Voilà, tous les superlatifs, les Superman superlatifs. Donc, bilan carbone, il se trouve que c'est Spider-Man qui a le meilleur bilan carbone. Nous y reviendrons. Alors, parce que c'est l'homme araignée, etc., etc. Alors, il y a une petite... Bon, il y en a qui pensent que Thor, parce qu'il a un marteau qui se recycle qui se recharge avec la foudre. Bon, il y a un sujet, mais c'est pas le sujet. On va pas aller plus loin. Quand on regarde Spider-Man, il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas réussi à craquer dans le bilan carbone de Spider-Man. Je pense que vous voyez ce que c'est. Et oui, c'est la tenue. Parce que imaginez Spider-Man avec une combinaison en coton bio ou pas, c'est pas du tout le même homme. Et c'est pas du tout les mêmes pouvoirs. Et donc là, nous sommes face à ce qu'on appelle une aporie, une difficulté. Je suis sûre que les équipes de Véronique pourront faire quelque chose. Mais en attendant, voilà ce que nous sommes. Et ça appelle d'ailleurs un sujet très intéressant parce que nous avons des super pouvoirs. La question est de savoir, ces grands pouvoirs, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'en général, ceux qui connaissent bien cette BD, de grands pouvoirs appellent de grandes responsabilités. Est-ce que nous avons mis les responsabilités en face de ces grands pouvoirs? Alors, ce que l'on voit, c'est qu'on est plutôt basculé dans un monde du plus de déchets. Ça, c'est ma casquette. Dans une vie antérieure, j'étais directrice du développement durable du groupe Veolia. Et je peux vous dire que s'il y a quelque chose d'extrêmement pédagogique que l'on devrait d'ailleurs proposer au ministère de l'Éducation nationale, c'est probablement que toutes les classes de collège, mais aillent réellement visiter des centres d'enfouissement.
Alors on dit décharge quand on n'est pas bien élevé, mais des centres d'enfouissement. Mais également, le bon côté, c'est qu'il y a aussi des centres de tri qui sont devenus très performants. Mais quand on a visité une fois un centre d'enfouissement, je peux vous dire qu'on devient un citoyen, une citoyenne extrêmement motivé et concerné. Donc, en gros, ce que l'on fait, c'est que l'on passe à la benne des déchets qui ont une valeur, et pour certains, une valeur... je ne dirais pas inestimable, parce qu'on est incapable, précisément parce qu'on est encore dans les balbutiements, d'évaluer ce que l'on jette. Mais ce qui est sûr, c'est que l'on jette des matières qui ont des caractéristiques techniques ou des propriétés thermiques ou des capacités de réemploi ou des possibilités de réutilisation incroyables. Et donc, mais ça, c'est un peu la caractéristique de notre époque. Et puis surtout, c'est loin de nos yeux, et c'est même parfois très très loin de nos yeux, à des milliers de kilomètres. Et de temps en temps, on a quand même une petite piqûre de rappel, quelque chose qui nous taraude et qui nous dit qu'on marche quand même un peu sur la tête. Voilà, et en particulier dans l'industrie textile, depuis les années 2000, alors là, je m'aventure sur votre terrain, mais je pense que ça date depuis les années 2000, nous sommes arrivés à une aberration absolue, c'est-à-dire la montée en puissance de la fast fashion. Et là, on perd absolument tous les repères, puisque c'est la fuite en avant vers qui va produire le plus rapidement. Et en plus, nous avons, comme je le disais à David, pardonnez-moi, mais comme on est une espèce encore assez primitive, le marketing, les neurosciences, les réseaux sociaux savent très bien qu'est-ce qu'il faut activer pour que l'on soit plus heureux, pour que l'on soit plus dépensier, pour qu'on soit plus compulsif. Donc, au fond, ça marche très très bien. Ça marche très bien et ça génère des gaspillages absolument sidérants. Et puis le textile, l'empreinte, alors je vais quand même faire du Shift Project, mais l'empreinte carbone du textile à l'échelle mondiale, je parle sous le contrôle de l'ADEME, c'est quasiment 8% des gaz à effet de serre. Et c'est pour vous donner un repère, c'est presque plus que le trafic aérien et le fret maritime combinés. Donc tout ça pour amener ça dans nos placards. Et d'ailleurs, souvent, ça repart parce que ça... bon... Je ne vais pas aller trop dans ces détails, mais c'est pour montrer que l'aberration, la folie, à un moment donné, à quel moment on dit stop et à quel moment surtout on dit stop, non pas d'un point de vue, allez, on pourrait dire stop d'un point de vue éthique, tous les jours. On pourrait dire stop d'un point de vue environnemental, tous les jours. Mais ça ne suffit pas. Alors on va se dire, mais on pourrait peut-être dire stop d'un point de vue simplement économique. On pourrait dire stop d'un point de vue de notre propre souveraineté. C'était une industrie qui était chez nous, c'est une industrie qui crée de l'emploi, c'est une industrie de services essentiels. Est-ce que ça ne serait peut-être pas économiquement intéressant, stratégiquement intéressant, de commencer à réintroduire, au moins sur un maillon de cette chaîne, un élément de compétitivité puissant, reconnu, qui permettent d'aller reconquérir, alors pas l'intégralité de la chaîne des valeurs, bien évidemment, mais reconquérir à des points précis de la technique, de la qualité. Donc vous voyez ce qui se joue quand on voit ces images. Je ne veux pas aller sur le terrain moral, terrain politique, etc. Mais puisque l'on est dans une approche assez brutale et simpliste, allons-y, quoi. C'est du bon sens. Eh bien non, ça continue. Donc là, j'avoue qu'après, je n'ai pas trop d'arguments à vous proposer. Mais cette image, elle est quand même terrifiante. Et je ne sais pas si vous êtes allé en Afrique, si vous avez vu de vos yeux ces décharges quasiment à ciel ouvert de vêtements qui transitent, et pas qu'en Afrique, dans ces pays. Ce qui pose d'ailleurs un sujet, puisque, j'y reviendrai, c'est aussi l'accès à ce gisement qui nous échappe et qui va profiter à d'autres. Alors, tout ça n'est pas très nouveau. Tout ça n'est pas très nouveau parce que quand on parle d'économie circulaire, vous êtes des pros de l'économie circulaire, mais c'est extrêmement... c'est intéressant de revenir un peu en arrière. Je vais aussi revenir en arrière. Alors, ces images, elles vous paraissent peut-être un peu abscons, mais c'est un fil narratif qui a été développé par un économiste qui s'appelle Kenneth Boulding. Alors, Kenneth Boulding, c'était un Anglais devenu américain qui a écrit un livre qui s'appelle toujours, si vous voulez lire en anglais, qui s'appelle The Economy of the Coming Earthship
non, Spaceship Earth, enfin, l'économie du vaisseau de la Terre, voilà. Les principes économiques du vaisseau Terre. Et ce livre a été publié en 1966, d'accord ? 1966. Alors, 66, c'est l'âge aussi où les États-Unis s'envoient dans l'espace. Voilà. Pas sur Mars, mais ils s'en va dans l'espace. Et avant eux, il y avait d'ailleurs les soviétiques. Donc, on est aussi dans un imaginaire de conquête spatiale. Et lui, il va montrer avec énormément de justesse que finalement, on peut faire l'analogie, le vaisseau Terre, c'est la planète Terre, qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'autre sur la Terre que de confronter notre finitude et notre fragilité et notre beauté aussi. Et il va parler de l'économie du cow-boy dans laquelle on est versus l'économie de l'astronaute. Alors, l'économie du cow-boy, c'est l'économie linéaire. Donc, il a vraiment conceptualisé l'économie linéaire, c'est-à-dire que je prélève des ressources, quelles qu'elles soient, ressources infinies. Je processe avec des optimisations assez basiques, mais surtout en termes financiers, et puis production de déchets infinis. Voilà. Et ça renvoie d'ailleurs aux grands espaces. Ça renvoie à des espaces dans lesquels finalement on ne voit pas la finitude, on ne voit pas la courbure de la Terre. Et il oppose l'économie du spationaute en disant, alors là c'est assez intéressant, il dit, bon, imaginez que vous alliez dans l'espace, que vous soyez dans votre petit vaisseau, et bien dans votre petit vaisseau, qu'est-ce que vous emportez ? Alors là, c'est très intéressant, parce que qu'est-ce qu'on emporte quand on va partir dans l'espace pour une durée déterminée ? Emporter quelque chose qui est utile, quelque chose qui est réparable, quelque chose qui puisse avoir de multiples usages, qui soit léger, qui soit intelligent, qui soit performant. Donc, il fait un peu la liste des propriétés de l'économie circulaire. Et puis, il ajoute aussi que dans l'espace tout seul, si vous partez avec des camarades, il vous faut aussi ce qu'on appelle les social skills. C'est-à-dire qu'il faut aussi vous entendre avec votre prochain, ce qui n'est pas complètement stupide. Donc, on voit que sa vision est très équilibrée, mais elle est d'un bon sens qui est absolument confondant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne soit pas rien de ce qui ne puisse nous être inconnu, au sens où de l'ingéniosité, de la convivialité, de la réparabilité, puis surtout, on s'allège. On ne va pas embarquer des trucs qui ne servent à rien. Donc, rapport à ce que je vous disais, donc même si vous aimez vos 32 paires de chaussures, vous n'allez pas emporter 32 paires de chaussures. Bon, donc, et là, je ne suis pas d'un point de vue moral, je dis simplement il faut alléger, il faut décoller. Donc, cette économie, ce qu'il met en... Alors après, il va aussi beaucoup parler, bien sûr, de la finitude, etc., etc. Alors, on a complètement oublié Kenneth Boulding, donc je lui refais une petite page de publicité. Parce qu'au fond, c'est un des pères de l'économie circulaire. Et cette économie circulaire que vous connaissez par cœur, moi, je la qualifie, quand je parle de l'économie circulaire versus l'économie linéaire, je qualifie l'économie linéaire d'économie paresseuse. On est vraiment paresseux, c'est-à-dire qu'on ne se donne pas beaucoup de mal. Et c'est un modèle qui est le nôtre depuis les années 70. Alors, l'économie circulaire, c'est une économie ingénieuse, c'est une économie intelligente. Mais c'est une économie qui est basée, comme vous le savez, sur la mutualisation, sur la subsidiarité, sur des pans entiers qui n'ont pas été explorés, dont on ne connaît même pas les modèles économiques. Et d'ailleurs, on ne connaît même pas, sur certains sujets, et en particulier, ma chère Véronique, les vôtres, sur le recyclage, il y a encore à craquer énormément de sujets techniques, de prouesses techniques. Donc, c'est extrêmement stimulant. C'est-à-dire que quand on vous dit on va travailler dans l'économie circulaire versus l'économie linéaire, normalement, ça devrait dans notre esprit envoyer un message qu'on a aujourd'hui besoin, en particulier d'ingénieurs ingénieux, mais on a besoin d'ingéniosité au sens large, même si le sous-jacent des valeurs est essentiel. Alors, il y a un autre secteur, vous n'êtes pas les seuls. Vous savez que, on fête les 5 ans, je crois, de la loi AGEC cette année. Vous n'êtes pas votre date de naissance est 2008, je crois, 2008. D'autres secteurs sont concernés. Alors, j'étais aussi directrice du développement durable du groupe Eiffage. Et enfin, je n'y suis plus, mais nous avons une REP aussi dans le milieu de la construction. Et vous ne pouvez pas savoir les nœuds à la tête que ça pose, parce qu'on ne parle plus de démolition. Écoutez bien le vocabulaire. On parle de déconstruction. À partir du moment... Démolition, c'est facile. Vous envoyez un bulldozer et c'est démoli. Voilà. Déconstruction, ça veut dire qu'il faut faire l'inventaire
exactement comme vous. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui a de la valeur dans le gros œuvre, dans le second œuvre? Est-ce que cette porte, est-ce que c'est ce lavabo, est-ce que c'est... Ah oui, mais alors il faut des endroits pour stocker. Mais oui, mais alors c'est... Et on arrive finalement à peu près aux mêmes conclusions. C'est que tant que le coût de l'énergie, et tant qu'on sera encore complètement biberonné au pétrole, pour faire court, et qu'il n'y aura pas un mécanisme qui rendra plus cher l'accès aux énergies fossiles, et donc qui valorisera, je vous le fais très très court, le recyclage, c'est extrêmement difficile parce que toutes ces filières de recyclage, elles coûtent très cher et les modèles économiques ne sont pas éprouvés. Donc, vous n'êtes pas les seuls, ça vous le savez. Il y a des secteurs qui sont plus favorisés que vous, et en l'occurrence, je pense toujours à la construction, à la démolition du béton, le ciment, faire des granulats, remettre ces matériaux en circulation, parce que ça, c'est des économies locales. L'avantage, c'est que le ciment, il se fait à 200 km. Vous n'allez pas faire un ciment en Chine et puis l'amener, ça n'a aucun sens. Tandis que vous êtes complètement en concurrence avec des produits, en tous les cas des sources de produits qui viennent du bout du monde, et même la matière recyclée qui repart et qui se tarit. Donc vous êtes dans une posture qui vous amène à être encore plus ingénieux, encore plus motivé, encore plus ingénieux. Enfin, dans ce contexte, précisément, quand on réfléchit à cet impératif d'aller beaucoup plus dans le recyclage, que ce soit pour votre filière ou pour d'autres, se pose bien sûr la question économique et la question du financement. Se pose la question, évidemment, de qui va porter le risque et combien de temps. Se pose la question aussi du soutien à vos filières. Se pose la question de faire connaître vos métiers. Alors, sur qui on compte? On a vu que le consommateur final, finalement, c'était pas forcément, il n'était pas d'une grande aide, le consommateur final. Alors, on peut ouvrir la discussion, mais est-ce que ce consommateur qui est tiraillé entre des injonctions paradoxales comme nous tous, de consommation, de surconsommation, est-ce qu'à un moment donné, il va dire je fais réparer mes chaussures, je fais repriser mes vêtements? Il y a d'énormes progrès qui ont été faits d'ailleurs sur votre site où on voit où trouver des points, des commerces, des boutiques pour faire réparer ses chaussures, ressemer ses chaussures. Mais ça demande quand même, c'est une démarche extrêmement volontariste. Donc, travailler bien sûr auprès du consommateur final pour éclaircir le maquis, peut-être des questions, et éclaircir ses ordres de priorité et l'aider à faire les bons choix. Mais au fond, ça passera quand même par des réglementations et par des financements qui seront fléchés. Et alors, on peut le prendre dans tous les sens, mais c'est toujours comme ça que ça a marché. Parce qu'au fond, l'urgence, si c'est bien de remettre un petit peu d'ordre et de bon sens dans l'industrie textile, regagner des points de compétitivité et de souveraineté, ça veut dire qu'à un moment donné, tous les acteurs de la filière doivent jouer avec les mêmes cartes. Et là, ce qui est compliqué, c'est que le peu que l'on avait réussi à cranter, si je puis dire, dans les 10-15 dernières années, est potentiellement en danger. Tous les sujets d'étiquetage, de traçabilité. Donc les financements qui vous ont aidé permettant de caractériser les matériaux, de construire vos matériothèques, de vous faire connaître, eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'en plus, vous êtes en rivalité avec des acteurs qui ont parfaitement compris qu'il fallait maintenant, et des acteurs beaucoup plus massifs, qu'il fallait intégrer verticalement la matière. Alors, quand vous parlez des acteurs chinois, la matière va repartir chez eux parce qu'ils ont compris que eux, c'était aussi les mines de demain. Et la réglementation dans des pays, peut-être plus facile dans certains pays, de respecter la loi une fois qu'elle a été dite, que nous en Europe, balloter entre des injonctions, des menaces, des contraintes, et puis, il faut bien le dire, des sources de financement qui n'ont pas encore complètement apporté la preuve qu'il y a la possibilité d'un passage à l'échelle. Donc, c'est là que va se jouer, à mon avis, ce pari. Et je pense qu'il est parfaitement gagnable parce que, pour moi,
Il ne s'agit pas, et je teinte un petit peu mon propos de ce qu'on entend aujourd'hui. Si vous voyez là, le doigt, bah, c'est raté. Parce que le doigt, non, c'est pas le doigt. Là, c'est la lune qu'il faut voir. Parce que le doigt, ça nous coûte trop cher. Les consommateurs n'en veulent pas. Il y a d'autres industries. Voilà, l'argent n'est pas infini. Il faut choisir. Et alors l'IA, mais forcément, l'IA va régler absolument tout. Vous le savez pas, mais l'IA va absolument régler tous nos problèmes. Donc cette métaphore de viser la Lune, elle est réellement, mais elle est indispensable. Mettez-vous ça dans la tête. C'est pas le doigt qui vous voit, c'est la Lune, parce qu'il y en a d'autres qui ont compris que les mines de demain, c'était précisément ces matières sur lesquelles ils sont en train de, ils sont en train de reconcentrer en toutes les chaînes d'approvisionnement en intégrant complètement verticalement leurs chaînes. Donc ici, vous allez bien sûr regarder la Lune, ça, j'en doute pas. Et puis, moi, je vous invite finalement à m'aider dans mon cours d'économie circulaire. Parce qu'au fond, nous devons changer tous les habits de Spider-Man. Donc, habits de Spider-Man bien dopés au carbone et au pétrole. Donc, l'impératif aujourd'hui, et pas que pour lui, c'est d'inventer la métaphore ou la figure du nouveau super-héros. Et pourquoi pas une nouvelle super-héroïne, puisque le super-héros, héroïne de demain, ça sera, à mon avis, les jetantes Recycle Man, voire Recycle Woman, ou les deux. Voilà. Merci beaucoup.